À force de réprimer ses élans, de masquer sa joie, de verrouiller sa tendresse, on finit par perdre la mémoire de sa propre douceur. Ce n'est plus quelque chose que l'on cache, c'est quelque chose que l'on ne reconnaît plus en soi-même. Voilà ce qui arrive quand on grandit ou qu'on vit dans un environnement hostile ou narcissique. Car c'est souvent la première lumière que ces milieux tentent d'éteindre, la douceur des autres. Elle leur rappelle leur propre manque. Alors, ils projettent à la place leur froideur et leur agressivité, comme une ombre qu'on installe dans un miroir pour en effacer l'éclat. Et à force de la recevoir en miroir, on finit par croire que cette froideur vient de nous, que nous sommes devenus durs, secs, incapables de bienveillance. Mais ce n'est pas une disparition, c'est un enfouissement, si profond que le chemin pour y accéder semble perdu. Mais la douceur est toujours là, intacte, quelque part sous la terre de nos protections. Aujourd'hui, au micro du podcast Les clés de l'épanouissement, nous parlerons de ce chemin, non pas pour redevenir l'enfant vulnérable que nous étions. Cette porte-là est fermée, et c'est tant mieux, mais pour réapprendre à habiter pleinement une douceur d'adulte, une douceur mature qui sait se protéger, qui connaît le prix de la confiance et qui ne confond plus bienveillance avec absence de limite. Je suis Fatem Zahra Alami. Je vous accompagne pour déterrer ensemble ce trésor enfui, cette graine qui, sentant le sol trop sec, le vent trop violent, avait choisi de descendre plus profond, là où rien ne pourrait plus l'atteindre, tout en préservant en secret toute sa capacité à fleurir. Cette capacité à fleurir, c'est l'étincelle. Elle n'a jamais cessé d'être là, même dans la nuit la plus longue, car la douceur ne disparaît pas, elle apprend à survivre. Découvrons donc les réflexes et les stratégies de survie qui l'ont poussée si bas, tassant jour après jour la terre autour d'elle. Quand l'environnement est hostile, le corps et l'esprit développent des stratégies, des réflexes de survie, mais ils ont comme tout bouclier un inconvénient. Ils nous coupent de notre propre douceur. Le premier réflexe est la révolte. La révolte sur le moment peut sembler légitime. Elle jaillit face à l'injustice, face à l'humiliation. Elle dit « Je ne me laisserai pas faire » et sur l'instant, elle nous fait sentir vivants, debout. Mais voici le piège. Et il est cruel. Non seulement cette révolte nous coupe de notre paix intérieure, le corps se contracte, la voix se durcit, la douceur s'éloigne. Mais elle est plus gravement encore. Une arme qui se retourne contre nous. Pourquoi? Parce que le système hostile, le milieu narcissique, n'attend que ça. Il guette votre réaction impulsive. Il la provoque pour mieux l'utiliser. Dès que vous vous révoltez, vous lui offrez ce qu'il cherche, une occasion d'inverser les rôles. Tu vois comme tu t'énerves, c'est toi l'agressif dans cette histoire. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un d'aussi instable. Soudain, ce n'est plus vous la personne bafouée, vous devenez l'accusé. Votre colère légitime est retournée contre vous, présentée comme la preuve de votre tort. La révolte alors cesse d'être une libération. Elle devient le combustible qui alimente le système. Elle confirme à l'autre qu'il avait raison de vous traiter comme il l'a fait. Elle valide, malgré vous,
sa version de l'histoire. C'est le piège ultime. Votre sursaut de dignité devient l'arme de votre propre humiliation. Parce qu'au moment où l'on cherche à convaincre l'autre de notre valeur, on lui remet le pouvoir de l'évaluer. Alors, face à ce piège, beaucoup empruntent un autre chemin, celui de l'effacement. À l'opposé de la révolte, il y a la soumission. Devenir invisible pour ne pas être attaqué, s'effacer pour ne pas faire de vagues, rentrer dans le moule, faire ce qu'on attend de vous, ne pas déranger, ne pas exister trop fort. Sur le moment, cela semble raisonnable, pragmatique. On croit éviter le conflit, préserver une forme de paix. Mais c'est un leurre, car s'effacer, ce n'est pas éteindre le conflit, c'est changer de position dans le jeu. On passe de cible à terrain conquis, et le système hostile, lui, ne s'arrête pas, il n'a pas de pause. Il interprète votre silence comme une permission, votre soumission comme une validation. Là où la révolte alimentait le système en lui offrant un adversaire à combattre, l'effacement l'alimente en lui offrant un territoire à occuper. Plus vous vous effacez, plus il avance. Moins vous posez de limites, plus il décide à votre place. Alors, loin d'éviter le conflit, vous ne faites qu'encourager la dynamique toxique à renforcer son contrôle et sa manipulation. Et le prix à payer est immense. Car s'effacer, c'est aussi s'éloigner de soi. C'est perdre le contact avec ce qui compte vraiment pour nous, avec nos besoins, nos limites, nos désirs. L'authenticité se dilue, jour après jour, compromis après compromis. La douceur, là encore, est enterrée non plus sous la tension de la révolte, mais sous le silence de l'effacement. Entre ces deux impasses, la révolte qui nourrit le système en s'y opposant, l'effacement qui le nourrit en s'y soumettant, il existe un troisième territoire, peut-être le plus douloureux encore, c'est la position de victime. La position de victime est un mélange toxique. La révolte, encore présente, mais devenue impuissante, et l'effacement qui invite à baisser les bras. On oscille entre les deux sans jamais trouver d'issue. Le corps se contracte, l'esprit tourne en boucle, et le sentiment d'impuissance devient le centre de gravité de toute notre existence. Exactement ce que l'hostilité attend pour régner. Le point commun, tous ces réflexes ont la même origine, ce sont des stratégies de survie. Mais voici leur double peine. Non seulement ils nous coupent de notre douceur, mais en plus, ils alimentent le système narcissique. La révolte lui offre un adversaire à combattre, confirmant le récit du narcissique. L'effacement, lui, un espace à coloniser, validant ainsi son contrôle. La position de victime lui donne notre énergie et le laisse s'installer au cœur même de notre impuissance. Alors, la douceur ne disparaît pas, elle devient simplement dans ce système d'alarme permanent un luxe inaccessible. Jusqu'ici, nous avons parlé de réflexes, des réactions automatiques dictées par la survie. Mais il existe une autre voie, une voie qui ne passe ni par la révolte, ni par l'effacement, ni par la victimisation. Une voie qui commence par un retour à soi, par la reconquête de la souveraineté intérieure, de la sécurité émotionnelle.
Après avoir traversé les 3 réflexes de survie, la révolte, l'effacement, la victimisation, il devient essentiel de comprendre une chose. La douceur ne disparaît pas parce que vous êtes faible, elle disparaît parce que votre système est en insécurité. On ne retrouve pas sa douceur en décidant d'être plus calme, plus compréhensif, plus patient. On la retrouve en restaurant une sécurité émotionnelle intérieure. La sécurité émotionnelle, ce n'est pas une posture extérieure, c'est une organisation interne. C'est la capacité à rester stable quand l'autre est instable. C'est la capacité à ne pas se laisser contaminer par l'hostilité. C'est la capacité à ne plus fonctionner en réaction. La première composante de cette sécurité, c'est la régulation émotionnelle autonome. Cela signifie pouvoir contenir son tumulte intérieur sans le projeter, pouvoir ressentir sans exploser, pouvoir être touché sans être emporté. La régulation n'est pas le contrôle, ce n'est pas l'étouffement des émotions, c'est la capacité à leur donner une amplitude juste, une direction intelligente à prendre, comme un musicien qui sait quand jouer fort et quand laisser le silence respirer. La deuxième composante, c'est la dignité relationnelle. La dignité, c'est la frontière intérieure, ce point à partir duquel vous ne négociez pas votre valeur. Vous ne vous justifiez pas pour exister. Sans dignité, la douceur devient soumission. Avec dignité, la douceur devient force tranquille. Elle ne supplie plus, elle propose. Elle ne s'excuse plus, elle choisit. Et enfin, la troisième composante, c'est la stabilité comportementale. La sécurité émotionnelle se manifeste par une cohérence. Vous n'êtes plus tour à tour explosif, silencieux, suppliant ou accusateur. Votre posture devient prévisible, stable, lisible. Et cette stabilité change profondément la dynamique relationnelle. Car lorsqu'un système cesse d'osciller entre attaque et retrait, il cesse d'alimenter l'escalade. La tempête peut rugir autour de vous, mais votre centre, lui, ne vacille plus. Enfin, la sécurité émotionnelle inclut un rapport apaisé à la proximité. Cela signifie ne plus voir la relation comme un terrain de survie, ne plus vivre chaque tension comme une menace identitaire, ne plus dépendre de l'approbation ou de la distance pour se sentir exister. À ce stade, la douceur ne se fabrique pas, elle réapparaît. Elle réapparaît parce que vous n'êtes plus en guerre, parce que votre système n'est plus en défense permanente, parce que vous n'avez plus besoin d'attaquer, de fuir ou de vous effacer. La douceur véritable n'est pas naïve. Elle est le signe d'un système qui n'est plus en insécurité. Retrouver sa douceur, ce n'est donc pas redevenir vulnérable face à l'hostilité. C'est devenir suffisamment stable pour ne plus être défini par elle. Et lorsque la sécurité intérieure est restaurée, la douceur cesse d'être un effort. Elle devient une expression naturelle de votre solidité. Elle n'est plus un geste qu'on retient. Elle est une respiration qu'on s'autorise. Nous avons vu les réflexes de survie, ce qu'ils protègent.
et comment la sécurité émotionnelle restaure une stabilité intérieure. Il reste maintenant une question essentielle. Que devient la relation lorsque la douceur revient? Car la douceur n'est pas seulement un état interne, elle transforme le champ relationnel. Lorsque vous n'êtes plus en réaction, vous cessez d'alimenter les dynamiques prévisibles. La révolte ne trouve plus de mur contre lequel rebondir. L'effacement ne nourrit plus la domination. La victimisation ne crée plus de sauveur. Quelque chose change profondément. Vous devenez un point fixe. Et dans toute dynamique relationnelle, celui qui devient stable modifie l'équilibre du système. Comme une pierre posée au milieu d'un torrent, l'eau s'adapte, contourne, mais la pierre, elle, reste stable. Retrouver sa douceur, ce n'est pas devenir plus accommodant, ce n'est pas accepter davantage, ce n'est pas faire plus d'efforts, c'est sortir du registre de la survie. Et lorsqu'on sort de la survie, deux choses deviennent possibles. Soit la relation s'apaise, soit elle révèle son incapacité à fonctionner sans tension. Dans les deux cas, vous gagnez en clarté. La douceur véritable n'est jamais une stratégie pour conserver un lien. Elle est la conséquence d'une sécurité retrouvée. Elle n'est pas une concession. Elle est un indicateur de maturité relationnelle. Elle signifie « Je ne suis plus menacé par ton agitation. Je ne suis plus défini par ton hostilité. Je ne suis plus obligé de me défendre pour exister. » Et c'est à cet endroit précis que la douceur devient une force, une présence calme, une parole mesurée, un regard qui ne s'excuse plus d'être bienveillant. Retrouver sa douceur, c'est retrouver sa stabilité. Et retrouver sa stabilité, c'est cesser d'être modelé par la turbulence des autres. La douceur n'est pas fragile. Elle est le signe que l'on n'est plus en guerre. Et lorsqu'on n'est plus en guerre, on peut enfin choisir la qualité de sa présence. La douceur n'est pas une réponse à l'autre. Elle est le reflet d'un système qui n'a plus besoin de se défendre. Elle est ce qui demeure lorsque la peur ne gouverne plus. Alors, prenez soin de cette douceur qui revient. Elle n'est pas un retour en arrière. Elle est l'empreinte la plus fidèle de votre chemin, celui qui mène de la survie à la souveraineté, de la réaction à la présence, de la peur à la paix. Prenez bien soin de vous.